Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion chrétienne. Et de la réflexion, cette semaine, nous allons en avoir, puisque je vous propose d'évoquer une des questions les plus contemporaines, qui soit le transhumanisme. Vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais vous savez certainement de quoi il s'agit. Des lunettes pour nous connecter à Internet sans passer par un ordinateur, des puces implantées sous la peau pour surveiller nos rythmes biologiques, des prothèses qui remplacent quasiment tous les organes. Est-ce que nous sommes en train de créer une nouvelle humanité? Est-ce que nous nous améliorons? Quels fantasmes, mais aussi quel désespoir se cache sous ces rêves? Pour le savoir, deux invités. Professeur Walter Lech, bonjour. Vous êtes professeur d'éthique et de philosophie à l'Université catholique de Louvain, c'est en Belgique. Docteur Jean-Guillaume Xéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste médical des hôpitaux, vous êtes également le président d'honneur de Haut Captif La Libération et vous avez un blog sur le site de la Croix sur les questions éthiques et vous êtes aussi l'auteur d'un rapport, enfin d'un grand article qui est paru dans les documents épiscopaux de l'épiscopat français. Transhumanisme, c'est quand la science-fiction devient réalité. J'ai du mal à le dire. Peut-être pour commencer, justement, qu'y a-t-il dans ce rapport et surtout, pourquoi cette question de la science-fiction? C'est de la science-fiction, le transhumanisme? C'était de la science-fiction. Et ça devient réalité, d'où le titre justement du document épiscopal. C'était de la science-fiction parce que finalement, j'allais dire, pendant le XXe siècle, il y a eu beaucoup de productions littéraires, philosophiques, mais aussi beaucoup cinématographiques. Enfin, pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt par ce biais-là. On connaît la science-fiction, qui fantasmait, proposait, mettait en évidence justement un homme, un humain super performant, disons, avec des capacités modifiées, augmentées, etc. Et donc c'était de la science-fiction, en gros, jusque dans les années 50-60. Et avec les évolutions, les révolutions technologiques de la deuxième moitié du XXe siècle, finalement, cette science-fiction est en train de devenir réalité. Vous l'avez évoqué très rapidement dans votre introduction, en évoquant ce que la plupart du grand public connaît, c'est-à-dire des produits de consommation, type les lunettes connectées ou des évolutions médicales, médico-chirurgicales absolument étonnantes. Et tout ça, effectivement, est en train de devenir réalité. Et ce qui fait qu'on est passé de la science-fiction en gros du XXe siècle à la réalité de ce début du XXIe siècle, c'est les révolutions technologiques dans 4 domaines principaux. Alors, les noms de code, entre guillemets, dans le domaine, dans la transhumaniste, c'est NBIC. NBIC sont les 4 initiales qui correspondent respectivement à N, à nanotechnologie, à B, biotechnologie, à I, sciences de l'informatique, et C, le cerveau, sciences cognitives. Et en fait, dans la deuxième moitié du XXe siècle, chacune de ces 4 disciplines, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et connaissance du cerveau, ont avancé, ont fait des progrès absolument considérables, chacune, en silo, comme on dit, chacune de leur côté. Et aujourd'hui, advient ce que les spécialistes appellent la grande convergence. C'est-à-dire la convergence NBIC entre ces 4 grandes disciplines technoscientifiques, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, l'homme est capable non seulement de modifier son environnement, comme il a tout le temps fait dans l'histoire, mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est capable de façon très significative de changer sa propre humanité. Et donc la raison, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une capacité technologique liée aux révolutions et aux évolutions pendant la deuxième moitié du XXe siècle de ces 4 grandes thématiques, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences du cerveau. Est-ce qu'il y a un saut qualitatif par rapport aux avancées de la médecine? Parce que, il l'a dit, tout autour, on a beaucoup modifié notre environnement, mais on a appris aussi à se soigner. Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est simplement de la médecine un peu améliorée? Je crois qu'il y a un saut qualitatif, justement, ce qui a permis la combinaison de ces 4 domaines. C'est ça qui est inédit. Donc être capable de joindre recherche biologique traditionnelle à l'aide des ordinateurs, profiter du décryptage du génome et comme ça réaliser ce dialogue entre biologie et informatique. Ça, c'est une piste tout à fait nouvelle et c'est là que les choses se jouent. D'autre part, je confirme pour ce que vous avez dit au niveau de la culture contemporaine. Donc là, on continue pleinement avec les productions scientifiques
du XXe siècle. Il suffit de regarder donc, les productions cinématographiques, la littérature contemporaine. Donc là, c'est vraiment plein de ces fantasmes de science-fiction et en même temps, on est au début de certaines réalisations. Mais c'est un début. Donc je crois que là, il y a relativement peu de choses très précises. Donc c'est une tendance, mais une tendance qui s'affirme lorsqu'on regarde aussi le financement de la recherche dans les universités ou ailleurs. Donc ce sont vraiment les points forts donc, qui sont favorisés. Est-ce que ça joue un peu comme une sorte d'obstacle épistémologique pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer? Parce que justement, on a tellement dit que c'était de la science-fiction qu'au moment où c'est en train d'arriver, on se dit, bon, voilà, c'est l'homme qui valait 3 milliards, qu'on a vu en feuilleton quand on était plus jeune, mais c'est de la blague en fait. Oui, d'où l'intérêt d'une lecture très très fine et sans polémique de ce phénomène, parce que dans un premier temps, on dirait que c'est tout à fait farfelu. Donc, ce sont des idéologies, ce sont des rêves, des choses tout à fait impossibles, mais ce sont ces débuts de réalisation qui demandent quand même une autre attention. Et surtout, le fait d'être donc à ce croisement des disciplines, il y a tout ce que vous avez dit à partir des sciences, mais il y a aussi de plus en plus un discours philosophique sur le sujet. On va en parler. Alors, peut-être, faites-nous un peu rêver sur NBIC, là. Qu'est-ce qui, pour vous, est représentatif de cette évolution, enfin je ne sais pas comment dire, ou de cette nouvelle étape qui est en train de se franchir? Quelques exemples de choses, sans rentrer dans des détails médicaux. Hein, mais quelques... Parce que c'est évident, une palette incroyable, puisque à partir du moment où on touche au processus de la vie elle-même, je dirais, c'est tous les fruits de la vie qui peuvent être affectés, modifiés, augmentés, etc. Mais j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, qui sont dès lors impactés. Il y a d'abord tout ce qui va concerner les transformations de l'humain dans son corps. Oui. Le corps, et on le voit déjà, mais encore plus à l'avenir, dans un très proche avenir, sera beaucoup plus performant. Beaucoup plus résistant. Ça veut dire qu'on pourra courir beaucoup plus vite. Vous évoquiez effectivement un des héros de ma jeunesse, Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Oui. Aujourd'hui, cet homme-là valait 3 milliards dans les années 60-70. Mais enfin, aujourd'hui, cet homme-là, il coûte beaucoup moins cher. Oui. Simplement parce qu'on est capable de le faire et que les matériaux coûtent beaucoup moins cher et que les chirurgiens aussi, etc. Est-ce qu'on peut aller aussi vite qu'un guépard ou non, mais on sera en mesure. On sera en mesure. L'homme pourra courir plus vite, on pourra rester en apnée par exemple pendant 15-20 minutes. Moi aujourd'hui en apnée, je reste 30 secondes. Oui. Et s'il y a des concours à faire, je perdrai tout le concours d'apnée. Oui. Mais voilà, aujourd'hui on pourra rester en apnée plus de 15 minutes. On pourra rester plusieurs jours sans dormir. Par exemple, on pourra résister à certaines maladies. On aura une mémoire qui sera multipliée par je ne sais pas combien. Potentiellement. Et évidemment, en tout cas, les perspectives transhumanistes affirment qu'on pourra vraiment repousser l'âge de la mort, et certains affirment même pouvoir vraiment la supprimer. Donc il y a tout ce qui sera amélioration de l'humain. Robustesse, etc., performance, dans son corps. Il y a tout ce qui sera de nature beaucoup plus psychique et, on va dire, psychique et émotionnelle, en termes de sensations. À la fois, on pourra complètement, là aussi, surperformer les sensations, je dirais, physiologiques, c'est-à-dire les augmenter, etc., soit par des nanorobots. Les nanorobots, c'est des choses qui sont de l'ordre du nano, donc du milliard de mètres ou de millimètres, qui vont circuler dans le cerveau et qui vont pouvoir activer, je dirais, toutes nos molécules de sensorialité de surface, ou de l'ouïe, ou de l'odeur, etc. Mais surtout, beaucoup plus intéressant et qui peut faire beaucoup plus rêver, peut-être, ou cauchemarder pour certains, c'est que tous ces nanorobots stimulateurs, en fait, pourront aller stimuler les zones spécifiques du cerveau. Donc là aussi, les transhumanistes proposent que, comme objectif, la félicité perpétuelle. Ça, c'est leur expression. Hein. Je cite, félicité perpétuelle, dans leur document un peu fondateur, qui sera obtenue par des nanorobots qui vont stimuler les zones du cerveau du plaisir. Voilà, ou qui vont modifier des sensations, etc. Donc il y a tout ce qui sera aussi, voilà, émotion, sensibilité, sensorialité. Après, il y a un troisième champ qui est, on va dire, la vie avec les robots. La vie avec les robots, on commence à en entendre parler, c'est-à-dire que de plus en plus, dans les années qui vont venir, les humains auront à partager leur vie avec des robots.
il y a en Corée, aujourd'hui, des institutrices ou instituteurs, je ne sais pas, qui sont des robots. Le robot, ça ne fait pas grève, ça a des capacités de mémoire incroyables, ça peut parler plusieurs langues, etc. Ça ne s'agace pas quand il y a le bazar dans la classe, etc. Donc il y a des robots aujourd'hui qui enseignent. L'été dernier, la Corée a envoyé, le Japon a envoyé une capsule, un spationaute, rejoindre la station internationale, la station spatiale internationale. Il y a une expérimentation qui a été faite pour tester si un robot de compagnie pouvait améliorer finalement le bien-être du spationaute. Et donc on lui a donné comme compagnon un petit robot qui fait environ 1 mètre de haut, mais qui a la capacité à sentir les émotions du spationaute, à son ton de voix, qui a une apparence plus ou moins humaine, qui est capable de tenir une conversation dans plusieurs langues, etc. Et s'il sent que le spationaute a une petite baisse de morale à l'intonation de sa voix, qui va lui, je vous le fais pas, hein, Régis, mais lui passer une main sur la joue et qui va lui dire, ben voilà, raconter une histoire drôle, lui dire mais non, mais etc. Donc on est de plus en plus sur aussi des robots de compagnie, pas simplement des robots instrumentaux. Hein. Il y a des, non pas des recherches, mais il y a des sexologues qui sont convaincus que bientôt on pourra, là en tout cas, la sexualité sera modifiée aussi parce que comme il y a des progrès considérables qui sont faits sur la carnation, sur l'apparence, sur la texture de la peau des robots, etc., que ça pourrait être aussi des partenaires sexuels. Exemple. Et puis, donc, la vie partagée avec les robots. Puis, il y a le 4e niveau, après le corps, les sensibilités, sensorialité, etc., et la vie avec les robots, c'est la robotisation de l'humain, c'est-à-dire la constitution d'humanoïdes, d'êtres hybrides, ce qu'on appelle des cyborgs, etc., donc d'êtres hybrides homme-machine. Et ça, c'est d'autant moins de la science-fiction que là, on est vraiment, déjà, on a un peu l'eau jusqu'au genou dans cette problématique, ou dans cette question, ou dans ces progrès, selon, on en parlera peut-être ensuite, mais c'est de plus en plus, en fait, notre santé est améliorée parce qu'on met des organes ou des gènes, etc., qui sont synthétiques. Hein, récemment, et ça fait grand bruit, on a greffé non pas un cœur humain, mais un cœur complètement, voilà. On greffe des... pardon ? Le Carmat. C'est ça, exactement, le Carmat. On greffe des rétines artificielles. On a greffé, là, il y a quelques jours en Chine, un chirurgien orthopédiste à Pékin qui a greffé une vertèbre cervicale à un jeune patient qui avait eu un accident de moto, et cette vertèbre cervicale a été constituée avec une imprimante 3D. Voilà. C'est même le stade après de la vertèbre en titane. Hein. Donc de plus en plus, en fait, on sera réparé par des organes qui seront non biologiques. Et donc cet humanoïde qui est là vraiment en train de se profiler, ça sera, c'est ce que disent les transhumanismes et qu'on constate tous, hein, enfin, voilà, on sera une réalité biologique, mais de plus en plus une réalité aussi non biologique. Notre intelligence sera biologique, mais elle sera aussi électronique. Notre corps sera biologique, mais il sera aussi mécanique. Notre réalité corps et âme sera biologique, mais elle sera aussi cybernétique. Et donc c'est ça, ce vers quoi on va, et donc c'est, pour essayer de répondre à des questions, augmentation des performances, mais évolution de notre nature même, puisque d'une nature, on va dire, biologique et spirituelle pour ceux qui y croient, on va évoluer vers une nature biologique et une nature aussi cybernétique, électronique, nanotechnologique. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous fait pas, Walter Lech, est-ce que ça vous fait pas penser à des vieux mythes genre Prométhée ou la tour de Babel, ou etc. Oui, et en gros, oui. ça se termine toujours par le feu du ciel qui descend sur l'individu. Ça, c'est pas sûr, parce que contrairement donc, à ce qui est voulu donc, par ces traditions donc, mythologiques, religieuses, donc ces foudres du ciel n'arrivent pas toujours, parce que là, il y a la liberté humaine, la liberté de la recherche, qui peut en effet aller dans le sens que vous venez d'esquisser. Donc là, vous avez touché à énormément de domaines. Donc il y a certains qui sont beaucoup plus évidents que d'autres, qui posent aussi moins de problèmes. Oui. Donc si on prend par exemple l'amélioration du corps, ça se fait déjà dans le domaine de la pratique sportive, le dopage. On en parlera sans doute autrement, donc après donc ces réussites scientifiques, technologiques, donc cela transformera tout. Il y a d'autres domaines où on est un peu gêné actuellement, donc la transformation de nos cerveaux, de nos capacités d'apprentissage, donc ça va se passer comment? Donc un étudiant pourra
télécharger donc, le dictionnaire grec et y accéder directement et maîtriser donc, les structures de la grammaire, etc. Si c'était le cas, donc quels sont les... télécharger le dictionnaire grec pour savoir parler grec. Voilà, donc les problèmes commencent. Ouais. Évidemment, donc, on est un peu déséquilibré donc, pour les questions de progrès médical où on ne refuserait pas la proposition de profiter de telle ou telle innovation, c'est tout à fait clair. Donc là où j'ai encore mes lunettes, on me propose une autre intervention pour les remplacer, je n'ai vraiment pas envie parce que je risque à ce genre de progrès. Pour le moment, cela me semble être pratique. J'ai aussi des expériences en tant qu'être humain traditionnel très difficiles avec donc ces innovations techniques. Donc moi, face à une machine donc pour acheter un billet de train ou des choses pareilles, donc là on voit le décalage entre ce qui est envisagé et ce qui correspond aux capacités des communs, des mortels aujourd'hui. Mais là aussi, on voit qu'on va dans cette direction-là. Et pour toutes ces raisons, il faut être vigilant et s'intéresser à ce phénomène. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est intéressant culturellement parce qu'il y avait depuis toujours donc, ces fantasmes transformés en mythes et le christianisme donc, a aussi donc, fortement joué dans ce sens-là, y compris les malentendus. Donc, c'est quoi exactement donc, cet être humain qui se transforme, qui pourrait être super puissant, qui serait enfin libéré de toutes sortes de soucis. Et c'est là que ces extrêmes se touchent et qu'on peut avoir donc, un dialogue tout à fait intéressant. Est-ce que vous pensez que justement dans certains, pas tout, hein, mais dans certaines avancées, on est en train de jouer avec la création, avec le créateur, on se prend pour des dieux. Alors là, pour le coup, je vous assure, hein, le feu du ciel tombe quand on se prend pour des dieux. Est-ce que vous pensez qu'on est là-dedans et que le discours théologique doit rentrer là-dedans, ou au contraire qu'il faut se garder de cette sorte de réflexe qui consistera à dire « oh là là, on est en train de bricoler l'humain, donc interdit ». Comment vous voyez les choses ? Bon, c'est de toute façon l'invitation donc, à un début de dialogue et aussi pour relire ses propres traditions. Parce que là, on est vraiment mal pris. Donc, si on doit avouer qu'on a réellement pensé le récit de la création et toute une théologie systématique de la création selon ce modèle de bricolage, de transformation technique. Si c'était le cas, on aurait encore plus de problèmes. Oui. Et là, il faut retrouver donc, aussi l'ordre symbolique donc, pour articuler autrement les traditions mythologiques et religieuses. Mais là, il y a des liens, et je crois que ce sont des liens qui sont évoqués explicitement aussi dans le mouvement dont on parle aujourd'hui. Et bien justement, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première pause en entendant un texte que beaucoup de transhumanistes, quand on lit les sites, ils en parlent très souvent, considèrent comme fondateur. C'est un texte de Julian Huxley, c'est le frère hein, du fameux Aldous, le meilleur des mondes, c'est d'ailleurs intéressant, qui s'appelle New Bottles for New Wine, des nouvelles bouteilles pour un nouveau vin. Là aussi, on sent qu'il y a un discours biblique, hein, c'est les vieilles outres et les outres neuves. Et on va donc entendre ce Julian Huxley, c'est paru en 1957 et après on commentera. Nous devons étudier les possibilités de créer un environnement social plus favorable, comme nous l'avons déjà fait dans une large mesure de notre environnement physique. Nous allons commencer sur de nouveaux postulats. Par exemple, que la beauté est indispensable, et donc que les villes laides ou déprimantes sont immorales, que la qualité des gens, non pas la quantité, est ce que nous devons viser et donc qu'une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot actuel de la population en augmentation de démolir tous nos espoirs d'un monde meilleur, que la vraie connaissance et le plaisir sont des fins en eux-mêmes. Surtout qu'il y a deux parties complémentaires de notre devoir cosmique envers nous-mêmes, qui doivent être remplies dans la réalisation et la jouissance de nos capacités, l'autre pour les autres. Elles doivent être remplies au service de la communauté et dans la promotion du bien-être des générations à venir pour l'avancement de notre espèce dans son ensemble. L'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, pas seulement de façon sporadique. Une personne ici dans un sens, un individu là d'une autre manière, mais dans son ensemble, en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance,
transhumanisme servira peut-être. L'homme reste l'homme, mais se transcende par la réalisation de nouvelles possibilités de et pour sa nature humaine. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce texte, en particulier le nom même, hein, c'est lui qui avance ce concept. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui... il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, mais des choses qui sont un peu gênantes, en particulier quand il commence à dire, voilà, c'est la qualité mais pas la quantité, donc si on pouvait faire quelques petites politiques natalistes, ça serait bien. Et puis, alors ça c'est peut-être mon côté catho, hein, mais le devoir du plaisir, enfin, il faut, ça fait partie, il est moral d'être heureux et il est immoral d'être malheureux. Comment est-ce que vous le recevez, ce texte, Jean-Guillaume Xéry? Déjà, vraiment, je trouve intéressant que vous nous donniez à entendre ce texte. Vous l'avez précisé, de 1957, oui. puisque effectivement, c'est la date à laquelle, pour la première fois, le mot transhumanisme apparaît. Hein, et Huxley le dit bien, pour cette fois-ci de transformer l'humain. Hein. Donc c'est important aussi de faire un peu ce flashback, pour pas qu'on pense que voilà, c'est un fantasme aujourd'hui, que des trucs. Non, enfin, il y a effectivement une volonté, j'allais dire, philosophique, de transformer l'humain tel que c'est projeté, là, expliqué par Huxley et aujourd'hui par d'autres. Première remarque. La deuxième, c'est que si le mot transhumanisme est apparu pour la première fois en 1957, il s'est vraiment développé à partir des années 80. Mm-hmm. Et pourquoi finalement il y a ce gap entre 57 et les années 80-90 ? Pour ce que je disais tout à l'heure, parce que le temps que finalement l'homme ait cette capacité de transformer l'humain, ce qui est le cas aujourd'hui. Et je prolongerai volontiers les propos de Walter sur l'aspect qu'on y est déjà d'une certaine façon et que toutes ces hypothèses ne sont plus des hypothèses en fait de surperformance, modification de l'humain. Il suffit qu'elles sont pleinement crédibles. Simplement, deux points là-dessus. Le premier, c'est une réflexion rétrospective. Si on interrogeait nos grands-parents, je pense aux miens, mais chacun peut penser aux siens. Et si on leur demandait, si on leur avait demandé à l'époque, où ils étaient, voilà, à force de l'âge, est-ce que l'homme sera capable de congeler du sperme ? Est-ce qu'il sera capable de, finalement, réaliser des fécondations en dehors de, on va dire, d'une enceinte biologique ? Est-ce qu'on serait capable de séquencer le génome humain ? Est-ce qu'on sera capable de reprogrammer des cellules ? Voilà, et ainsi de suite. Toutes choses aujourd'hui, mais qui sont d'une banalité sans nom. Séquençage du génome, il est industriel, etc. Donc je veux dire par là qu'on voit qu'en moins de 2 générations, tout ça c'est devenu d'une banalité sans nom, alors que nos grands-parents n'arrivaient même pas à l'imaginer. Donc je veux dire que, attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a du mal à nous-mêmes imaginer ce que pourra être cette modification de l'humain qu'elle n'adviendra pas. Mmh. Deuxième élément, me semble-t-il vraiment important à avoir conscience, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui des porteurs du transhumanisme qui sont des hommes et des femmes extrêmement puissants, qui ont une légitimité universitaire, qui ont énormément de moyens financiers, qui sont très bien introduits sur le plan politique et qui ont une expertise technologique absolument unique au monde. De façon plus concrète, le transhumanisme, en fait, c'est deux réalités. Je pense que les auditeurs l'auront compris, une réalité à la fois philosophique et une réalité technologique. Les promoteurs du transhumanisme, ça sera des professeurs de philosophie de l'université d'Oxford ou de l'université de Stanford. Sur le plan technologique, je dirais, ils s'appuient sur la Silicon Valley et donc toute la matière grise et la matière notamment grise technologique de la Silicon Valley. Ils s'appuient sur des appuis politiques extrêmement forts, notamment aux États-Unis. Je pense à Clinton en particulier, qui avait plusieurs fois manifesté sa sympathie, ses encouragements, pour ne pas dire autre chose. Et puis aujourd'hui, il y a, je dirais vraiment, non pas un bras armé, mais un organisme extrêmement puissant qui s'appelle Google, et qui assume pleinement, je dirais, sa perspective transhumaniste. Ils sont actuellement dans une politique de rachat, d'acquisition de nombreuses sociétés justement qui travaillent dans les nanotechnologies, les sciences du cerveau, l'informatique, etc. Notamment la société 23andMe qui est une société de séquençage du génome. Ils ont racheté là dernièrement, il y a quelques mois à peine, une société qui s'appelle la société Calico, qui est une société de biotechnologie, dont l'objectif affirmé est de supprimer la mort. Donc Google s'engage vraiment à fond sur les questions de santé et
avec le prisme, non pas du soin, mais avec le prisme du transhumanisme, avec les moyens de Google que l'on sait, des moyens qu'aujourd'hui nul dans l'humanité n'a encore possédé. Donc tout ça, j'allais dire, est en filigrane dans les propos d'Huxley, que vous nous avez encore une fois favorablement fait entendre. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est là. Et l'eugénisme, par exemple, qui est presque assumé par Huxley, il ne date pas là d'aujourd'hui. On sait bien malheureusement que l'histoire nous a montré que c'est d'abord dans le cœur de l'homme, avant que d'être une réalité. Mais qu'aujourd'hui, finalement, l'eugénisme avec le séquençage du génome, les diagnostics préimplantatoires et toutes ces formes-là sera extrêmement simple à mettre en œuvre. On peut, dès lors, aujourd'hui, il y a des sociétés sur Internet, nos auditeurs peuvent se connecter pour des fécondations in vitro, on peut aller choisir justement les qualités d'une honneur. Et ça, c'est sur Internet, aujourd'hui, en accès libre, et se faire livrer à domicile, finalement, le sperme, pour se le faire implanter, qui correspond à telle ou telle qualité. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'eugénisme existe, en tout cas une forme d'eugénisme, et évidemment, il va exploser avec toutes ces technologies. Quel regard vous avez ? Donc, je crois que le texte est fort bien choisi à cause de ses forces visionnaires. C'est assez extraordinaire d'avoir à ce moment-là, en 1957, un tel document, un peu à la charnière entre l'époque qui avait quand même fait une très mauvaise expérience avec l'eugénisme qui avait réellement existé. Oui. Donc, de ce point de vue-là, on peut s'étonner de cette reprise d'un tel projet. De l'autre côté, c'est un peu le texte qui annonce l'optimisme anthropologique et scientifique des années 60. Qui va faire bouger les gens donc à tous les niveaux, donc il va multiplier aussi les promesses scientifiques, thérapeutiques. Mais comme vous avez dit, donc c'est un texte qui dérange, qui brise avec pas mal de tabous. Donc ça commence par l'aspect de la beauté, donc ce sont les beaux qui sont privilégiés, ce sont les démunis. Qui ont des inconvénients sur plusieurs plans qui seront exclus. Donc il y a tout un projet politique qui devient visible aussi en filigrane et c'est ça qui fait plutôt peur. Vous pensez que c'est des idées qui montent en philosophie ? Parce que c'est vrai, il y a deux aspects. Il y a un aspect plus technique et puis il y a un aspect plus philosophique. Parce que c'est toujours la question, est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses ou dans l'esprit du temps, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, et dont on verra après, quand l'oiseau de Minerve se sera levé, c'est-à-dire à la fin de la période, que effectivement c'était l'époque du transhumanisme, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de mafia ou d'agitation agite-propre, comme on disait à l'époque communiste, avec des petites cellules révolutionnaires actives qui essaient de promouvoir cela. Est-ce que vous en tant que philosophe, vous voyez ces idées monter de manière commune à presque toutes les pensées, ou est-ce que vous pouvez identifier des... Il y a quand même des exceptions à la règle. Il y a des gens qui résistent à cela, qui disent clairement où se trouvent les problèmes. Évidemment, en tant que philosophe, on est toujours gêné lorsqu'on a tendance à juger trop vite. Oui, et là, on se ridiculise régulièrement. Donc, vous avez donné les exemples de ce qui était imaginable donc à l'époque des parents, des grands-parents, ce qui va tout à fait de soi aujourd'hui. Et comme ça, chacun même dans sa propre production, dont j'ai moi-même écrit il y a très très longtemps, je dois le souligner, des choses sur les médias, j'ai presque honte aujourd'hui. Alors que vous êtes dedans. Voilà, ce sont les petites contradictions de la vie, mais cela montre qu'on est dans un apprentissage et cela concerne aussi donc, notre relation avec la science, avec la technique. Il y a depuis toujours donc, un discours philosophique très très critique à l'égard de la science. Donc, dans la première moitié du XXe siècle, donc, il y avait la philosophie de la technique de Heidegger. Donc, à prendre aussi avec précaution. Il y a une reprise de cette thématique-là à la fin du XXe, donc surtout avec la philosophie de Hans Jonas, donc, qui réagit déjà d'une certaine manière à toutes ces innovations technologiques et nous invite à réfléchir autrement. Donc on pourrait dire que la philosophie, d'une certaine manière, est préparée donc, à faire face donc, à ces évolutions sans paniquer, mais aussi dans une
une attitude de respect de la science, donc pour voir ce qui se passe réellement, et peut-être sans croire donc à une théorie du complot, donc à une sorte de mafia donc qui transforme doucement donc notre vie. Donc ce qui inquiète plutôt, donc c'est l'aspect tout à fait quotidien. Donc vous avez évoqué Google et justement ce lien entre l'informatique et la médecine. Donc c'est là que les choses se passent et où chacun peut très vite être concerné, même sans toucher directement donc à des transformations de notre corps individuel. Mais c'est tout un réseau donc, qui peut avoir des effets pervers. Le mot de mafia que vous avez employé, Régis, me fait sourire parce que on n'est pas sur un modèle de mafia, un transhumanisme. C'est-à-dire que la mafia, c'est quelque chose de plus ou moins occulte, voilà, et puis qui impose ses lois par la force. Là, il n'y a rien d'occulte et rien n'est imposé par la force. C'est imposé par les faits. Ce qui n'a rien à voir. Et j'ai dire, il n'y a rien d'occulte parce qu'aujourd'hui, les transhumanistes, enfin, il y a tas de gens qui s'affirment et qui s'assument et qui assument le projet transhumaniste. Qui, pour le dire de façon un petit peu, je dirais, rapide, à l'âge, qui est de dire l'humain est mal fait, la preuve, il souffre, il tombe malade et il meurt. Donc c'est mal fait. La nature humaine est mal faite. Voilà. On n'accuse personne, mais c'est comme ça, c'est mal fait. Donc, comme l'homme a l'intelligence et les moyens de corriger cette nature, corrigeons-la. Voilà. Et faisons disparaître la mort. Voilà. Et donc, il n'y a rien d'occulte, il n'y a rien de caché, c'est assumé. Voilà. Donc, ça, c'est une première réaction. La deuxième, c'est qu'effectivement, rien n'est imposé dans le projet transhumaniste par la force, simplement par les faits. Et c'est là où ça me paraît important de réfléchir, non pas pour diaboliser ni idolâtrer, mais c'est qu'aujourd'hui, justement, toute cette transformation de l'humain se fait sans aucun débat, sans aucune distance. Voilà. C'est là où ils ne font évidemment pas tomber dans la diabolisation de la technique. Ce serait complètement absurde. La technique, c'est ce qui a révolutionné, là aussi en 2 générations, nos conditions d'existence, de confort, d'alimentation, de soins, de transport, de logement, de communication. Et ça, on doit aux technologies. Et d'abord aux technologies, et pas aux politiques ou aux philosophes. Voilà. Donc, il n'y a absolument pas du tout à diaboliser quoi que ce soit. Mais il ne faut pas non plus être dans une espèce de technolatrie qui voudrait que le progrès technologique, en tant que tel, est bon pour l'homme. Alors, on a malheureusement trop d'exemples dans l'histoire qui nous montrent le contraire. Donc il faut essayer de se situer dans cette voie étroite entre la technophobie et la technolatrie. Mais pour se situer dans cette voie étroite, il faut faire un petit pas de côté pour se rendre compte qu'effectivement, l'humain est dès lors en train d'être transformé. Et à partir du moment où on fait ce pas de côté, on peut effectivement réfléchir qu'est-ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu en réalité dans la transformation de l'humain, pour le dire autrement, c'est le fait que les frontières sont abolies entre l'humain et l'animal, entre l'humain et l'ordinateur, la machine, entre l'humain et le matériel, pour le dire de façon un petit peu simple. Mais c'est ça aujourd'hui finalement qui est en jeu, c'est cette abolition des frontières entre l'humain, la machine, l'humain, le matériel, l'humain, l'animal. À partir du moment où on abolit ces frontières, après, il ne pourra plus y avoir de réflexion éthique. Et forcément, l'eugénisme, là aussi, ça ne sera pas un choix politique, mais de fait, il adviendra. Et il n'y aura plus de débat. À un moment donné, il n'y aura plus de débat possible. Donc ce débat, il faut qu'on l'ait maintenant. Parce qu'en réalité, les questions qui sont posées sont des questions de nature anthropologique et de nature théologique. Qu'est-ce qui fait que l'humain est humain ? Voilà. C'est ça la question qui est posée par le transhumanisme. Et j'ai envie de dire, en étant un petit peu provoquant, finalement, la question du transhumanisme, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, ce n'est pas le sujet. Il s'agit de réfléchir au contraire, et c'est ce à quoi nous convoquent ces formidables évolutions technologiques, et finalement cette technologisation de l'humain qui est en train d'advenir, c'est finalement de nous interroger sur qu'est-ce qui va nous rendre plus humains. Et puis pour le dire autrement, de façon plus ramassée, on parle beaucoup dans le transhumanisme de post-humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de devenir un post-humain. En soi, si on me propose d'être plus résistant, plus intelligent, tout ça, il n'y aura pas beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr, parce que j'ai tellement à gagner. Moi, je suis preneur. Mais c'est pas ça qui va me rendre plus humain. Donc la question, c'est est-ce que c'est de devenir post-humain ou de devenir plus humain ? Voilà. Et je pense que c'est ça la question qui est posée. Donc il faut arrêter de fantasmer sur plus humain, plus performant, etc. Mais par contre, qu'est-ce qui va rendre nos sociétés
plus humaine et ce qui va rendre chaque personne plus humaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que là, j'ai dit vous êtes professeur de philosophie, vous êtes aussi professeur d'éthique. Alors, je sais que les éthiciens n'aiment pas qu'on leur pose la question comme ça, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et est-ce qu'on peut faire une frontière claire là-dessus? Voilà le problème, parce que j'ai l'impression qu'on est sur un continuum. Oui. Et comme ça, on a du mal à identifier vraiment cette frontière où on passe, de l'être humain authentique à cette catégorie du transhumain. Je crois que c'est là que se situe notre problème de jugement. Et comme vous dites, on est preneur, donc lorsqu'on peut profiter de certains avantages, pourquoi pas, dirait-on toujours. Il y a relativement peu de critères pour mettre un peu d'ordre dans cette analyse. Donc il y a la stratégie classique qu'on appelle le principe de précaution. Donc faire l'analyse rigoureuse de toutes les conséquences d'une innovation, et là on peut voir quels sont les effets vraiment indésirables. Et on pourrait peut-être intervenir politiquement ou laisser ça donc à la communauté scientifique qui peut régler la chose. D'autre part, on est sceptique parce qu'on sait très bien tout ce qui est faisable sera un jour réalisé. Donc, où trancher et comment définir donc cette fameuse nature humaine et finalement donc et vous auriez des pistes? Est-ce que pour vous, à titre personnel, enfin encore oui. en prenant peut-être un risque, je vous repasserai dans 20 ans la cassette et on rigolera ensemble, mais qu'est-ce que pour vous, la frontière pourrait se situer où? Dans quelle direction il faudrait chercher pour se dire, ah ben non, là, on est en train de franchir quelque chose qui est inacceptable, sans parler de bien ou de mal, qui est inacceptable? Donc finalement, là derrière, il y a la grande question d'une vie heureuse. Donc comment est-ce qu'on trouve le bonheur donc, à titre individuel avec d'autres? Et là, j'aimerais tout simplement mener donc, une vie que je maîtrise moi-même, où je peux moi-même donc, faire ces sensations, où je peux faire donc, toutes ces expériences de bonheur, de malheur, pour vivre ça donc, avec les hauts et les bas, sans manipuler et sans être manipulé. Donc c'est ça qui me fait peur. Donc, pour vous, ça c'est le critère de la liberté oui, c'est ça. Donc la capacité de me projeter vers un avenir. Et pour le faire, je dois garder toute ma liberté, aussi ma finitude, sinon donc, ça n'a pas de sens. Et c'est un jeu qui s'autodétruit à partir du moment où il y a des automatismes donc, qui modifient donc, ces règles-là. Vous avez parlé de finitude, je vous propose qu'on entende un deuxième texte qui est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on dit, mais qui montre les choses très bien. C'est le texte d'Henri Bergson, c'est dans la préface des 2 sources de la morale et de la religion, justement sur la question de la finitude et des rançons de l'intelligence. L'homme est le seul animal dont l'action soit mal assurée, qui hésite et tâtonne, qui forme des projets avec l'espoir de réussir et la crainte d'échouer. C'est le seul qui se sente sujet à la maladie et le seul aussi qui sache qu'il doit mourir. Le reste de la nature s'épanouit dans une tranquillité parfaite. Plantes et animaux ont beau être livrés à tous les hasards, ils ne s'en reposent pas moins sur l'instant qui passe, comme ils le feraient sur l'éternité. De cette inaltérable confiance, nous aspirons à nous quelque chose dans une promenade à la campagne, d'où nous revenons apaisés. Mais ce n'est pas assez dire. De tous les êtres vivants en société, l'homme est le seul qui puisse dévier de la ligne sociale, en cédant à des préoccupations égoïstes quand le bien commun est en cause. Partout ailleurs, l'intérêt individuel est inévitablement coordonné ou subordonné à l'intérêt général. Cette double imperfection est la rançon de l'intelligence. L'homme ne peut pas exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir incertain qui éveille sa crainte et son espérance. Il ne peut pas réfléchir à ce que la nature lui demande en tant qu'elle a fait de lui un être sociable, sans se dire qu'il trouverait souvent son avantage à négliger les autres, à ne se soucier que de lui-même. Voilà, alors le texte de Bergson le dit bien, il y a cette question de la finitude qui est le propre de l'homme d'une certaine façon. Et est-ce que vous pouvez prolonger votre idée, Walter Lèche, peut-être sur une idée à la fois plus philosophique et peut-être plus théologique? Qu'est-ce qu'on risque de perdre si on perd cette liberté et cette finitude?
on risque de perdre donc cette valeur d'une vie unique qu'on peut uniquement vivre donc dans des circonstances précises avec des gens qui nous entourent et qui sont marqués par cette même finitude. Donc c'est cette communauté-là qui nous marque, qui nous construit. Si on regarde donc, dans certains textes ou manifestes du transhumanisme, donc, tout est fortement focalisé sur l'individu tout-puissant. Donc, c'est une sorte de libéralisme poussé à l'extrême, parce qu'on pourrait dire, à la limite, pourquoi pas permettre à chacun de faire ses propres choix, et pour ceux qui le souhaitent, qu'ils aillent dans cette direction, et pour les autres, tant pis. Et là, je dirais simplement pour les autres, donc ils ont cette chance de mettre en évidence donc leur choix personnel, leurs convictions, leurs croyances, et pour le christianisme, donc c'est une occasion quand même remarquable donc pour insister donc sur une certaine vision de l'être humain avec sa finitude, donc être marqué par la mort, ma propre et la mort des autres. Donc c'est ça qui donne aussi un sens à la vie. On a du mal, et là on pourrait aussi, on l'a déjà fait en littérature ou ailleurs, partir vers des fictions d'immortalité. Et ça donne aussi de drôles d'effets qui ne sont pas non plus désirables éthiquement. Vous diriez, parce que dans la vieille théologie on disait que l'homme était capax Dei, il était capable de Dieu, vous diriez que la transhumanisme nous rend incapax Dei? C'est-à-dire incapable de, finalement, puisque tout est en nous, c'est ce rêve de sortir. Oui, et ça fait quand même fortement penser donc, à une tendance tout au début du christianisme, la fameuse gnose, où il y avait aussi ce rêve de maîtriser donc, ce savoir universel et d'avoir des stratégies spirituelles ou autres pour y arriver. Et là, à l'époque, il y avait quand même un débat théologique très important qui était tranché, pour aller plutôt dans le sens, pas de l'humilité d'un petit être humain qui ne sait pas faire grand-chose, mais quand même qui est conscient de ses limites et qui a besoin de ce face-à-face avec un créateur. Et là, on pourrait aussi reformuler donc, toute une théologie de la création, nous considérer nous-mêmes comme des créatures, mais dans le bon sens du terme, donc y compris notre finitude. Vous aussi, vous voyez les choses comme ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a la question de la finitude qui est vraiment au cœur du transhumanisme, et j'ajouterais aussi la question aussi de la limite que l'homme se donne. Je suis convaincu que l'homme se caractérise aussi, devient humain quand il est capable de donner des limites. De certaine façon, l'homme est devenu humain quand il a posé le commandement « tu ne tueras pas ». Pour le dire de façon peut-être beaucoup plus illustrée, quand un lion a faim, il va tuer une antilope. Quand l'homme a faim, il dévaste finalement la création. Donc je veux dire par là que si l'homme ne se donne pas de limite, et c'est ce qui le singularise de l'animal, d'une certaine façon, il n'est pas humain. Et donc là, il y a un enjeu, mais alors qui est propre au transhumanisme, mais aussi à des questions éthiques, etc., de la capacité que l'humain a à se donner des limites. C'est-à-dire, ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais il me semble qu'on devient plus humain, non pas quand on passe son temps à transgresser, mais quand on se donne des limites. Ça, c'est une première. Après, la même chose, c'est que dans cet enjeu de post-humanité, en réalité, le risque est de devenir plus post-qu'humain. Et c'est un appel, me semble-t-il, hic et nunc, ici et maintenant, à réfléchir à qu'est-ce qui nous rend plus humains. On évoquait le corps et l'augmentation de ses performances, bon, très, très très bien. Mais est-ce que ça va m'aider à faire de mon corps le lieu de mon identité profonde, à trouver cette unité que j'ai sans cesse à refaire jour après jour entre mon corps et mon âme? On parlait du caractère artificiel des émotions que le transhumanisme pour accéder à la félicité perpétuelle. Moi, j'ai plutôt envie de réfléchir à qu'est-ce qui va nous permettre collectivement et personnellement à vivre des émotions plus authentiques, à favoriser simultanément l'union des cœurs et des corps, à faire l'expérience de l'amour, à vivre quelque chose de la gratuité du non, à accueillir chacun tel qu'il est avec ses forces mais aussi avec ses fragilités, à éduquer, ouvrir au beau et au bon. Voilà, il me semble que c'est plutôt de ce côté-là qu'il s'agit de chercher, plutôt que... En réalité, en fait, il me semble que le transhumanisme se trompe de combat. Tout simplement, en fait. C'est pour ça que c'est ni bien ni pas bien. Je veux dire, c'est pas... Mais il se trompe de combat parce que, en réalité, ce que le transhumanisme veut transformer, c'est ce qui n'est pas humain chez l'humain.
En gros, c'est ses performances. Le transhumain, finalement, s'intéresse à la partie animale ou instrumentale de l'humain. Qu'on ait plus de mémoire, qu'on voit plus loin, qu'on ait moins à dormir, etc., etc., etc. Et donc, c'est indispensable devant les progrès considérables dans justement la transformation de ce qui n'est pas humain dans l'humain, qu'on soit de plus en plus nombreux à se préoccuper de la transformation de ce qu'il y a d'humain dans l'humain. C'est là où le transhumanisme, en tant que tel, ce n'est pas la question, si ce n'est que c'est une interpellation, mais alors urgentissime, parce qu'il y aura un déséquilibre extrêmement, qui va se marquer de plus en plus fort, entre, on va dire, ce qui n'est pas humain, enfin ce qui n'est pas humain, ce qui est animal ou instrumental dans notre humanité, qui en est aussi constituée, mais qui va se préoccuper de ce qui fait notre humanité, en gros de notre âme, donc de notre capacité à aimer, à adorer, à contempler, à servir, à s'unir, à s'unifier, etc. Et c'est ça le véritable enjeu, c'est que le transhumanisme ne s'intéresse pas finalement à l'humanité de l'homme, il s'intéresse à ses composantes non humaines. Sauf qu'il y a ce que vous avez dit et qui m'a fait très peur, c'est les petites pilules du bonheur. Ou les petits nano-robots où on va tripatouiller le cerveau. Oui. Et donc, du coup, quand même, mes émotions, c'est aussi mon humanité. Ben oui, pleinement. C'est là où ce que je disais là, très rapidement, c'est en quoi je vais moi-même être capable d'aller plutôt sur le chemin, d'essayer de vivre des émotions, des relations qui sont du côté de l'authenticité et pas simplement de la sensation. Que cette sensation soit sensorielle ou que ce soit une sensation psychique, mais que ça soit le reflet, j'allais dire aussi, de ce que mon âme veut vivre et de ce que l'âme de l'autre ou des autres veulent vivre aussi ensemble. Hein. C'est pour ça que j'évoque là, mentionne la question de l'âme, parce que anthropologiquement, c'est vraiment ça qui est en question. Si on considère que qu'est-ce qui singularise l'homme, et voilà, moi j'essaie de tourner autour, je ne sais pas bien finalement. Bon, je me dis que l'âme, c'est quelque chose qui, même si on a du mal à les définir, caractérise. Et c'est intéressant de voir que les transhumanistes disent eux-mêmes que l'âme est un concept dépassé, texto, ce sont des philosophes transhumanistes, sociologues transhumanistes américaines, qui disent que finalement l'âme, c'était bon pour le Moyen-Âge, aujourd'hui l'âme est remplacée par l'ADN. Donc par un support que l'on peut manipuler, etc. Donc oui, ce que vous rappelez là montre bien que il y a vraiment un enjeu de se préoccuper aujourd'hui de la transformation de ce qui est humain, et notamment les émotions caractérisent quelque chose de l'humain. Et il ne faut pas craindre la transformation. Transformation, alors là, pour le coup, on ne peut pas faire plus chrétien. La Bible, du début à la fin, c'est un parcours de transformation. Et d'amélioration. Et d'amélioration. Les prophètes nous appellent en permanence à une amélioration, à une conversion. Alors voilà, en termes catho, on va appeler ça la conversion. Enfin, c'est de la transformation, c'est de l'amélioration. Voilà. Et la vie spirituelle est là pour nous transformer nos cœurs, nos âmes, nos relations, notre intériorité, etc. Donc il ne faut pas craindre la transformation. Simplement, il ne faut pas se transformer, pas se tromper de ce qui est à transformer. Et c'est là où, de mon point de vue, ma conviction, c'est que le transhumanisme se trompe simplement. Et que tout homme, et en particulier les chrétiens, pas exclusivement, mais en particulier les chrétiens, par cette expérience qu'ils font de leur propre transformation, d'appel à leur propre transformation, doivent se préoccuper de la transformation de ce qui fait l'humanité de l'homme. Et pas simplement un corps comme un réservoir de gènes, un psychisme comme un réservoir de stimulation de nanorobots. Donc, je ferais même l'hypothèse que le fait de vouloir être transhumain, ça peut être terriblement épuisant. Donc je n'aurais pas envie de cela. Donc être humain, c'est déjà fatigant. Très très difficile. Donc c'est un véritable défi, mais qu'on peut quand même donc accepter avec plus ou moins de bonheur, mais penser à toutes ces éventualités et surtout garder quand même certaines ambiguïtés que le transhumanisme et même la réalisation de certaines utopies ne va pas faire disparaître. Donc il y avait un vieux débat en génétique entre le poids de ce qui est vraiment déterminé par notre génome, parce qu'il y a l'autre aspect, donc la détermination par un environnement. Donc les deux sont complémentaires. Le social, et, parfois, les gens disent c'est 50%, 50%, il y a d'autres évaluations, mais peu importe, il y a les deux aspects. Ou un autre exemple, donc d'un point de vue neurologique, donc on est face à un changement quand même inquiétant du discours sur le suicide, parce que ça touche directement aussi aux limites de notre liberté. Donc on a tendance à dire de plus en plus, c'est une maladie, c'est surtout cela. Et là, on peut intervenir et prévenir avec des médicaments. Et pour le reste, bon, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Ce sont deux discours tout à fait différents et deux anthropologies qui restent en conflit.
on peut difficilement trancher, mais j'aimerais quand même, jusqu'à la preuve du contraire, donc garder ces marges de liberté. Donc si tout est une affaire de biochimie dans notre cerveau, j'aurais du mal donc à vouloir vivre donc, dans un tel monde. Parce que là, on assiste aussi à un déplacement des responsabilités, parce que chacun serait responsable de se procurer les bons médicaments donc pour être performant, pour ne pas causer des ennuis. Oui, tout notre droit repose sur cette question de responsabilité personnelle. Et là, on peut faire exploser le truc en disant oui, on va améliorer ça, etc. Et la seule faute serait de ne pas s'être médicalisé, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a un autre point qui me fait résister. Donc, il y a des aspects qui se réalisent dans l'immédiat. On y a déjà accès. Il y a d'autres aspects où il faut vraiment tenir compte de la longue durée. Donc, ce n'est pas pour demain, pas non plus pour après-demain. On est au début d'une évolution et vraiment dans le paradigme de l'évolution de la nature humaine, on peut aller dans un certain sens. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler ce processus-là? J'ai quelques doutes. Donc j'ai beaucoup travaillé des questions d'éthique écologique et ce qui m'a toujours frappé, il y a l'appel qui semble être tellement évident de notre responsabilité à l'égard des générations futures. Oui. Ça ne marche pas très bien. Donc c'est pas mal comme concept, c'est très beau comme idée de la responsabilité. Mais on pense beaucoup plus à ce qui nous concerne directement, à ce qui peut encore être maîtrisé, à ce qui concerne ma propre petite vie, peut-être la vie de mes enfants. Mais on a donc c'est là-dessus que le discours, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc ça sera le mot de la fin, c'est là-dessus que le discours devrait porter, enfin le discours de précaution, c'est de ne pas dire dans quelques siècles l'humanité sera comme ça, mais de dire là vous allez être malheureux, vous actuellement. Oui. Et c'est là qu'il faut définir les priorités, parce qu'il y a quand même là derrière aussi l'agenda d'une politique de la recherche. Et c'est là qu'on peut aussi trancher. Merci à tous les deux. Un mot, une petite anecdote pour conclure. Je parlais à une personne âgée qui vit seule du transhumanisme. Je racontais un peu tout ce qu'on s'est dit en résumé. Et elle m'a dit, moi, toutes ces histoires de robots, ça me dit rien qui vaille. Voilà, avec son bon sens. Mais après, elle a dit, mais en même temps, s'il y a que les robots qui peuvent me tenir compagnie, c'est peut-être pas si mal. Et finalement, derrière cette phrase de cette personne âgée isolée, c'était aussi un appel à ce que les humains ne se fassent pas remplacer les robots en étant justement solidaires, en veillant les uns sur les autres, en étant capables justement de se rendre présents les uns les autres. C'est l'ancien président d'Ocaptil La Libération qui parle. Notamment. Alors, quelques livres assez vite, je suis en retard. Monothéisme et violence aux éditions Lumen Vitae de vous, Walter Lèche. Et puis, Jean-Guy Lengzeri, vous avez fait paraître donc ce transhumanisme quand la science-fiction devient réalité dans les documents de l'épiscopat. Et Le soin dans tous ses états, c'est aux éditions Desclés de Brouwer. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.